À travers chants d'Hector Berlioz. L'Orphée de Gluck au théâtre lyrique, suite. Mais n'abordons pas ces questions de lucre et de trafic auxquelles on ramène tout aujourd'hui, laissons-nous aller franchement aux choses qui nous prennent par les entrailles, et ne nous donnons pas de la peine pour nous empêcher d'avoir du plaisir. Qu'est-ce que le génie? Qu'est-ce que la gloire? Qu'est-ce que le beau? Je ne sais, et ni vous, monsieur, ni vous, madame, ne le savez mieux que moi. Seulement il me semble que si un artiste a pu produire une œuvre capable de faire naître en tout temps des sentiments élevés, de belles passions dans le cœur d'une certaine classe d'hommes que nous croyons, par la délicatesse de leurs organes et la culture de leur esprit, supérieure aux autres hommes. Il me semble, dis-je, que cet artiste a du génie, qu'il mérite la gloire, qu'il a produit du beau. Tel fut Gluck. Son Orphée est presque centenaire, et après un siècle d'évolution, de révolution, d'agitations diverses dans l'art et dans tout, cette œuvre a profondément attendri et charmé le public du théâtre lyrique. Qu'importe, après cela, l'opinion des gens à qui il faut, comme au Polonius de Shakespeare, un conte grivois pour les empêcher de s'endormir. Les affections et les passions d'art sont comme l'amour, on aime parce qu'on aime, et sans tenir le moindre compte des conséquences plus ou moins funestes de l'amour. Oui, l'immense majorité des auditeurs, à la première représentation d'Orphée, a éprouvé une admiration sincère pour tant de traits de génie répandus dans cette ancienne partition. On a trouvé les cœurs de l'introduction d'un caractère sombre parfaitement motivé par le drame, et constamment émouvant, par la lenteur même de leur rythme et la solennité triste de leur mélodie. Ce cri douloureux d'Orphée, Eurydice, jeté par intervalles au milieu des lamentations du cœur, est admirable, disait-on de toutes parts. La musique de la romance. Objet de mon amour. Je te demande au jour. Avant l'aurore. Est une digne traduction des vers de Virgile. Te dulcis conjax, te solo in litore secum. Te veniente dai, te decedente canebat. Les récitatifs dont les deux strophes de ce morceau sont précédés et suivis ont une vérité d'accent et une élégance de forme très rares. L'orchestre lointain, placé dans la coulisse et répétant en écho la fin de chaque phrase du poète éploré, en augmente encore le charme douloureux. Le premier air de l'amour a une certaine grâce malicieuse comme celle que l'on prête au dieu de Paphos. Le second contient beaucoup de formules de mauvais goût et qui ont en conséquence vieilli. L'air de bravoure a vieilli bien plus encore. Au reste, hâtons-nous de dire qu'il n'est pas de Gluck. Ce morceau, dont la présence dans la partition d'Orphée est inexplicable, est tiré d'un opéra de Tancrède, d'un maître italien nommé Bertoni. Nous en parlerons tout à l'heure. Dans l'acte des Enfers, l'introduction instrumentale, l'air pantomime des furies, le cœur des démons, menaçant d'abord et peu à peu touché, dompté par le chant d'Orphée, les déchirantes et pourtant mélodieuses supplications de celui-ci, tout est sublime. Et quelle merveille que la musique des Champs-Élysées! Ces harmonies vaporeuses, ces mélodies mélancoliques comme le bonheur, cette instrumentation douce et faible donnant si bien l'idée de la paix infinie. Tout cela caresse et fascine. On se prend à détester les sensations grossières de la vie, à désirer de mourir pour entendre éternellement ce divin murmure. Que de gens, qui rougissent de laisser voir leur émotion, ont versé des larmes, en dépit de leurs efforts pour les contenir, au dernier cœur de cet acte. Près du tendre objet qu'on aime. Au suave monologue d'Orphée décrivant le séjour bienheureux. Quel nouveau ciel par ces lieux! Enfin le duo plein d'une agitation désespérée, l'accent tragique du grand air d'Eurydice, le thème mélodieux de celui d'Orphée. J'ai perdu mon Eurydice. Entrecoupé de mouvements lents épisodiques de la plus poignante expression, et le court mais admirable largo. Oui, je te suis, cher objet de ma foi.
où se reconnaît si bien le sentiment de joie extatique de l'amant qui va mourir pour rejoindre son aimé, ont paru couronner dignement ce beau poème antique que Gluck nous a légué, et dont 95 années n'ont altéré ni la force expressive ni la grâce. Je crois avoir dit tout à l'heure qu'on avait touché à l'instrumentation qu'afin de la rendre absolument telle que Gluck l'a composée. Mademoiselle Marimon est gracieuse dans le rôle de l'amour, elle laisse voir de temps en temps un désir de ralentir les mouvements contre lesquels nous l'engageons à se tenir en garde. Il ne faut pas oublier que son personnage est le dieu ailé de Paphos et de Cnide, et non la déesse de la sagesse. On a fait répéter à Mademoiselle Moreau, l'ombre heureuse, l'air avec cœur. Cet asile aimable et tranquille, qui exige un soprano aigu, et qu'elle a purement chanté. Mademoiselle Saxe met beaucoup d'énergie, un peu trop même, dans le rôle de l'amante d'Orphée. Eurydice est une jeune femme douce, timide, et son chant ne comporte guère les grands éclats de voix. Mademoiselle Saxe a fort bien dit toutefois son air. Fortune ennemie. Pour parler maintenant de Madame Viardot, c'est toute une étude à faire. Son talent est si complet, si varié, il touche à tant de points de l'art, il réunit à tant de sciences une si entraînante spontanéité, qu'il produit à la fois l'étonnement et l'émotion, il frappe et attendrit, il impose et persuade. Sa voix, d'une étendue exceptionnelle, est au service de la plus savante vocalisation et d'un art de phraser le champ large dont les exemples sont bien rares aujourd'hui. Elle réunit à une verve indomptable, entraînante, despotique, une sensibilité profonde et des facultés presque déplorables pour exprimer les immenses douleurs. Son geste est sobre, noble autant que vrai, et l'expression de son visage, toujours si puissante, l'est plus encore dans les scènes muettes que dans celles où elle doit renforcer l'accentuation du chant. Au début du premier acte d'Orphée, ses poses auprès du tombeau d'Eurydice rappellent celles de certains personnages des paysages de Poussin, ou plutôt certains bas-reliefs que Poussin prit pour modèle. Le costume viril antique, d'ailleurs, lui-ci on ne peut mieux. Madame Viardot, à partir de son premier récitatif. Au mâne sacré d'Eurydice. Rendez les suprêmes honneurs. Et couvrez son tombeau de fleurs. S'est emparé de l'auditoire. Chaque mot, chaque note portait la grande et belle mélodie, objet de mon amour, dite avec une largeur de style incomparable et une profonde douleur calme, a plusieurs fois été interrompue par les exclamations échappées aux auditeurs les plus impressionnables. Rien de plus gracieux que son geste, de plus touchant que sa voix, lorsqu'elle se tourne vers le fond de la scène, contemple les arbres du bois sacré et dit. Sur ces troncs dépouillés de l'écorce naissante. On lit ce mot, gravé par une main tremblante. Voilà l'élégie, voilà l'idylle antique, c'est Théocrite, c'est Virgile. Mais à ce cri. Implacable tyran, j'irai vous la ravir. Tout change, la rêverie et la douleur cèdent la place à l'enthousiasme et à la passion. Orphée saisit sa lyre, il va descendre aux enfers. Les monstres du Ténard ne l'épouvantent pas. Il ramènera Eurydice. Dire ce que Madame Viardot a fait de cet air de bravoure est à peu près impossible. On ne songe pas, en l'écoutant, au style du morceau. On est saisi, entraîné par ce torrent de vocalisations impétueuses motivées par la situation. On sait comment Madame Viardot chante la scène des enfers, elle l'a exécutée souvent à Londres et à Paris. Jamais pourtant, et cela se conçoit, elle n'y mit, au concert, cette ardeur de supplication, ces tremblements de voix, ces sons mourants qui rendent vraisemblable l'attendrissement des larves, des spectres et des monstres infernaux. Mais, et c'est ici que s'est manifesté avec le plus d'évidence le talent de l'actrice, nous voici dans le séjour de l'éternelle paix. Émus par le chant d'Orphée, les ombres légères, simulacres privés de la vie, viennent des profondeurs de l'Érèbe, nombreuses comme ces milliers d'oiseaux qui se cachent dans les feuillages. Matresse, atque viri, defuncta que corpora vita. Magnanimum erum, pueri, inuptae que puellae.
Il s'agissait pour la grande artiste d'atteindre à la hauteur de la poésie virgilienne, et certes elle y est parvenue. Rien de plus solennel que son entrée dans cette partie de l'Élysée que viennent d'abandonner les ombres, rien de plus doucement grave que ces beaux sons de contralto qu'on entend s'exhaler au fond de la scène dans cette solitude, pendant l'harmonieux murmure des eaux et du feuillage, à ces mots. Quel nouveau ciel par ces lieux! Mais l'aimer ne paraît point, où la trouver? Orphée s'inquiète, le sourire qui illuminait ses traits s'efface. Eurydice. Eurydice. En quel lieu es-tu? Viennent les jeunes ombres, les jeunes belles, les amantes, les vierges, Inupta et Puellae, groupées de 3 en 3, de 2 en 2, les bras enlacés, la tête légèrement inclinée sur l'épaule, l'œil curieux, tournant en silence autour du vivant. Orphée, de plus en plus anxieux, va de groupe en groupe, examinant ces beaux jeunes visages pâles, espérant reconnaître celui d'Eurydice, et toujours trompé dans son attente. Le découragement, la crainte, s'emparent de lui, il va désespéré, quand des voix s'élevant d'un bosquet peu éloigné lui chantent sur une ineffable mélodie. Eurydice va paraître. Avec de nouveaux attraits. Alors sa joie renaît, il sourit de ce sourire mouillé de larmes que font naître les suprêmes ravissements. Les ombres amènent enfin la douce épouse, Dulcis conjux. Orphée, sans se retourner, sans la voir, et averti de son approche par le sens inconnu de l'extase, le sens du grand amour, commence à frissonner. La main d'Eurydice est mise dans la sienne, à ce contact adoré, on le voit bouleversé, haletant, près de tomber sans force. Il s'éloigne cependant d'un pas incertain, entraînant Eurydice encore froide et étonnée, et gravit ainsi la colline qui conduit sous le ciel des vivants, pendant que les ombres immobiles et silencieuses tendent d'en bas, en signe d'adieu, leurs bras vers les 2 amants. Quel tableau! Quelle musique! Et quelle pantomime de Madame Viardot! C'est le sublime dans la grâce, c'est l'idéal de l'amour, c'est divinement beau. Ô Polonius sans cœur qui ne sentez pas cela, vous êtes bien à plaindre. Nous avons à admirer beaucoup encore. Sans parler de l'agitation douloureuse avec laquelle Madame Viardot a dit toute la partie d'Orphée dans le grand duo. Viens, suis un époux qui t'adore. De son attitude et de son accent dans son aparté de l'autre duo, à ces mots placés sur une déchirante progression chromatique. Que mon sort est à plaindre. Il nous reste à signaler le chef-d'œuvre culminant de la grande artiste dans cette création du rôle d'Orphée, je veux parler de son exécution de l'air célèbre. J'ai perdu mon Eurydice. Gluck a dit quelque part. Changez la moindre nuance de mouvement et d'accent à cet air, et vous en ferez un air de danse. Madame Viardot en fait ce qu'il en fallait faire, c'est-à-dire ce qu'il est, un de ces prodiges d'expression à peu près incompréhensibles pour les chanteurs vulgaires, et qui sont, hélas, si souvent profanés. Elle en a dit le thème de 3 façons différentes, d'abord dans son mouvement lent avec une douleur contenue, puis, après l'adagio épisodique. Mortel silence. Vaine espérance. En sotto voce, pianissimo, d'une voix tremblante, étouffée par un flot de larmes, et enfin, après le second adagio, elle a repris le thème sur un mouvement plus animé, en quittant le corps d'Eurydice auprès duquel elle était agenouillée, et en s'élançant, folle de désespoir, vers le côté opposé de la scène, avec tous les cris, tous les sanglots d'une douleur éperdue. Je n'essayerai pas de décrire les transports de l'auditoire à cette scène bouleversante. Quelques admirateurs maladroits se sont même oubliés jusqu'à crier bis avant le sublime passage. Entends ma voix qui t'appelle? Et on a eu beaucoup de peine à leur imposer silence. Certaines gens crieraient bis pour la scène de Priam dans la tente d'Achille, ou pour le to be or not to be d'Hamlet. Pourquoi faut-il que l'on puisse reprocher à Madame Viardot un changement déplorable à la fin de cet air, changement produit par une tenue qu'elle fait sur le sol aigu et qui oblige, non seulement d'arrêter l'orchestre quand Gluck le précipite impétueusement vers la conclusion,
mais encore de modifier l'harmonie et de substituer l'accord de la dominante à celui de la sixte sur la sous-dominante, de faire enfin le contraire de ce que Gluck a voulu. Pourquoi peut-on lui reprocher aussi quelques autres altérations du texte et quelques roulades déplacées dans un récitatif? Hélas! La mise en scène, je l'ai déjà dit, est digne de l'œuvre musicale. On ne saurait imaginer rien de plus ingénieux ni de plus en rapport avec le sujet, surtout pour les Champs-Élysées et pour la scène des Enfers. Les costumes d'ailleurs sont charmants et les danses suffisantes. Cette résurrection de la poétique partition de Gluck fait le plus grand honneur à Monsieur Carvalho et lui donne des titres à la reconnaissance de tous les amis de l'art. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.